Eh bien, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons parler outils no-code, outils low-code. Alors, comment comprendre l'essor des outils no-code depuis plusieurs années? En fait, on peut l'expliquer par plusieurs facteurs importants. Le premier facteur, c'est une accessibilité accrue à la technologie. Alors, les outils no-code permettent à des personnes sans compétences techniques approfondies de créer des applications, des sites web et des automatisations. Alors ça démocratise l'accès à la technologie, éliminant ainsi les barrières traditionnelles à l'entrée. Le deuxième facteur important, c'est un gain de temps et d'argent, puisqu'en utilisant un outil no-code, eh bien, on va éviter la phase de passage par un développement traditionnel de logiciels qui peut être coûteux et chronophage. En fait, les outils no-code réduisent considérablement le temps et les ressources nécessaires pour créer des solutions personnalisées, ce qui les rend attrayants pour les petites entreprises et les entrepreneurs. Le troisième point, c'est des outils flexibles et personnalisables. Ils offrent une flexibilité considérable pour créer des solutions adaptées aux besoins spécifiques. Et les utilisateurs peuvent personnaliser leurs applications et leurs workflows sans dépendre d'une équipe de développement. Et ça, c'est un point important. Le quatrième point, c'est l'apprentissage qui est facilité, puisqu'ils sont conçus pour être conviviaux, avec une courbe d'apprentissage douce. Les personnes qui ont des compétences de base en informatique peuvent rapidement maîtriser leur utilisation. Enfin, en point 5, c'est une innovation rapide puisque les outils no-code s'adaptent régulièrement, quasiment en temps réel. On y intègre de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux protocoles, et donc ils restent collés en matière d'innovation et de compétitivité au trio gagnant des logiciels d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, ces outils eh bien, sont pour nous la possibilité de créer de meilleures solutions, plus apparentées à des solutions professionnelles, grâce à des outils qui sont simples d'utilisation et relativement complets dans les fonctionnalités qu'ils proposent. Donc voilà, le petit panorama étant fait, on va s'intéresser aujourd'hui à Thinkable, qui est un outil no-code, low-code, de création d'applications natives sur Android et sur iOS. Alors je dis low-code, no-code, puisqu'on va voir que Thinkable va nous permettre de créer des applications natives sans vraiment mettre la main dans le code informatique. En tout cas, son approche est beaucoup plus visuelle. Comme toujours, avant de commencer cette masterclass, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos que je poste régulièrement. Donc Thinkable reprend la direction d'autres outils no-code tels que Bubble par exemple, mais avec une approche qui tente d'être un peu plus simple. Alors pourquoi un peu plus simple? Puisque Thinkable propose un système de briques visuelles de programmation, donc nous permet d'un côté de pouvoir créer le design de l'interface de l'application que l'on souhaite réaliser, et également de créer les fonctionnalités grâce à un langage de programmation orienté objet, pour les connaisseurs, mais qui a comme interface des briques visuelles. Alors sur l'application elle-même, on a une grille de tarification qui donc est gratuite jusqu'à 10 projets. Alors on ne peut pas publier avec la version gratuite son application sur le magasin Android ou sur iOS. Par contre, toutes les fonctionnalités sont présentes, donc c'est parfait pour s'initier aux outils no-code, low-code avec cette version gratuite. Donc après, on a des versions starter à 15 $ par mois qui nous permettent de créer un seul projet. Et surtout, à partir de la version Pro à 45 $, on peut publier sur l'App Store ou sur le Google Play Store directement ces projets. Donc ça reste une solution qui est relativement peu coûteuse. Avec cette mensualité-là, on peut publier son application native sur les magasins dédiés pour iPhone et pour Android. Alors quand on est logué sur Thinkable, on accède à son tableau de bord où on va retrouver ses projets, où on va retrouver différentes tables que nous allons voir ensemble. La première chose à faire en fait, c'est au-delà d'aller inspecter, découvrir les différents projets qui déjà ont été réalisés avec Thinkable, donc on a quelques exemples en bas, on va créer tout de suite une nouvelle application, donner un nom.
mon projet par exemple, une catégorie, donc là on doit forcément donner une catégorie, donc moi je vais prendre la catégorie éducation, et la rendre accessible à tout le monde puisqu'on verra qu'on pourra partager via un lien cette application pour le faire découvrir à un client ou à un collaborateur. C'est une façon très facile de travailler et évidemment on va utiliser le drag and drop builder par défaut pour cette nouvelle application. Donc là je crée cette application. Voilà, donc là c'est fait et là je me retrouve dans l'écran principal de travail de Thinkable. Alors ça fonctionne de la façon suivante. On a au centre de l'interface donc le rendu sur le téléphone, hein. On a d'ailleurs plusieurs types de rendus possibles, d'échelle de rendu en tout cas, à 50%, etc. Bon, là, on va faire à full size, donc là je l'ai en taille réelle. On a sur la gauche les outils, les widgets que l'on va pouvoir insérer dans la mise en page, et sur la droite on va avoir les paramètres des différents outils. Alors on crée des écrans d'une manière assez simple. Dans le premier onglet ici, qui est l'onglet de design, et ensuite on va retrouver les onglets qu'on va découvrir un peu plus tard dans la démonstration. Alors, la nouvelle application étant créée, on a un écran qui a déjà été créé. Alors, on va pouvoir créer des écrans ici, hein, en créant un nouvel écran. Donc là, on pourrait avoir, par exemple, celui-ci serait l'écran d'accueil. On va appeler ça, par exemple, Home. Home. Et ensuite, eh bien, on va créer différents écrans hein, qu'on va ensuite relier. Donc là, on pourrait appeler ça, par exemple, Services. Services. Et je vais créer un troisième écran que je vais appeler Contact. Donc une fois que j'ai créé ces écrans, ben, on va naviguer d'écran en écran, on les retrouve également ici, hein. Donc sur l'écran, on va ensuite simplement utiliser des widgets de façon à créer son interface. Alors les widgets sont classifiés selon plusieurs catégories. Voilà, on retrouve 5 catégories principales, des widgets basiques, hein, tels que des boutons, des labels, des images, des entrées de texte, des groupes, layout aussi pour créer un système de grille. On va ensuite retrouver des data, c'est-à-dire que ces widgets-là vont aller être connectés à une base de données. On va voir ça juste après. Ensuite, on a des widgets de visuels, on va dire. Alors, il y a un switcher, un slider, une chatbox, une entrée de date et une entrée d'heure. Et puis ensuite, on retrouve les widgets de médias, que sont des animations Lottie. Alors, Lottie, c'est un type d'animation, hein. On va pouvoir récupérer une animation toute faite pour pouvoir l'intégrer directement dans son application. Des vidéos et des icônes de préchargement. Et donc, je vais créer un écran de préchargement, comme ça, on va voir comment ça fonctionne. Donc, je vais appeler ça Loading Screen. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que ça, on a également des widgets d'embed, c'est-à-dire qui sont récupérés selon un protocole particulier. Alors on a des Google Maps, on a des PDF Reader, on a un Canvas pour pouvoir dessiner, pour pouvoir créer des interactions. On a un système de notation par étoile et on a un navigateur web qu'on peut intégrer directement aussi dans son application. Donc globalement, pour créer mon écran, ben, il me suffit de sélectionner par exemple un label ici. Voilà, donc je vais mettre un label ici. Alors, on va pouvoir créer le texte ici. Bienvenue sur mon application. Donc là, on est en train de faire du visuel en fait, hein, avec des alignements. Bon, bah, ça c'est un petit peu, on va retrouver tout le temps ça sur ces types d'applications, comme ceci. Ensuite, je vais mettre une image, par exemple. Donc je vais aller rentrer une image ici. Cette image-là, eh bien, on va pouvoir la connecter à soit une image qu'on va télécharger, soit une URL d'une image qui existe déjà. Donc là, je vais aller par exemple sur Unsplash pour aller récupérer une image. Voilà, on va utiliser Landscape. Hop, Landscape. Là, je vais récupérer par exemple cette image-là. Donc là, je vais aller la prendre au format moyen, par exemple. Voilà, et là, je vais pouvoir, eh bien, à ce moment-là, la télécharger. Donc l'image étant là, je vais télécharger le fichier ici.
Voilà, et donc l'image apparaît sur mon application, et je vais mettre par-dessous, par exemple, un bouton. Hein, je vais faire une application très simple, avec, sur ce bouton-là, on va avoir démarrer. Je vais changer le texte, on va mettre ça en bold. Voilà, donc là j'ai fait une petite application toute simple, avec bienvenue sur mon application, démarrer. L'étape d'après, ben, ce que je voudrais, c'est ben, créer un écran de connexion. Hein, donc on va appeler ça login, login screen, que je vais mettre juste avant l'écran de loading screen. Et là, donc sur cet écran-là, eh bien l'idée, ça serait de récupérer un utilisateur et un mot de passe. Donc je vais aller créer un text input ici. On va faire ça très simplement. Suivi d'un text input au-dessous pour le mot de passe. Et là, je vais chercher donc un label ici pour entrer votre identifiant et un label ici pour entrer votre mot de passe. Voilà. Donc là, le label, je vais marquer identifiant, identifiant, et là, je vais rentrer mot de passe. Hop, LS, voilà, mot de passe. Alors, le champ de mot de passe, on va faire un champ de type... on va faire un champ de type sécurisé, comme ça il ne va pas, il ne montrera que des points lorsqu'on tapera le mot de passe à l'intérieur. Ici, je vais changer un peu la taille de ça. Voilà. Hop. Mot de passe. Et là, identifiant, je vais changer aussi la taille de ça. Là. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc on a, bon, évidemment, on peut, comment dire, on peut mettre des textes, ce qu'on appelle dans les placeholders, c'est-à-dire dans les zones directement aussi. Hein. Là où il y a marqué type here, on peut rentrer, c'est le hint ici, on peut rentrer votre mot de passe, et ici, votre identifiant. Alors, pour pouvoir gérer ces champs, il faut que je puisse... Alors, il faut que j'ai aussi un bouton qui soit envoyé. Donc, on va le mettre là. Hop. Ce bouton, on va l'appeler envoyer. Voilà. Donc là, on est bon. À partir du moment où je peux visualiser l'écran en cours ici, hein, parce que je peux soit l'envoyer sur mon véritable téléphone en ayant au préalable téléchargé l'application Thinkable sur mon téléphone, et à ce moment-là, je l'aurai en live sur mon téléphone, soit je peux ici faire un web preview, ici, et avoir le rendu sur ordinateur de l'écran de mon téléphone. Donc là, ça fonctionne bien, et là, on voit que ça met bien des points. Donc là, j'ai bien un écran d'identification, et je vais rajouter un troisième label ici, et là je vais marquer donc en centrant le texte identification. Voilà. Donc l'idée eh bien c'est de rentrer ces identifiants et ces mots de passe et d'être validé pour continuer l'écran d'après, c'est-à-dire rentrer vraiment dans notre application. Alors pour réaliser cette opération là, on a plusieurs solutions. Thinkable nous propose par défaut, dans la version gratuite d'ailleurs, un accès à une base de données, ou à plusieurs bases de données. Alors ça s'appelle un data source dans Thinkable, et globalement ça va nous permettre de créer une base de données interne à laquelle on pourra accéder partout dans notre application. Alors, moi il me faudrait ici identifier en mot de passe, il me faudrait une base de données qui soit constituée de deux colonnes. On va dire la première colonne, c'est un identifiant, les identifiants, ceux qui ont été, enfin qui ont par exemple payé mon application, ils auraient un identifiant chacun et un mot de passe. Donc je vais créer une nouvelle data source. En créant ici une nouvelle data source, il va me proposer d'aller chercher soit une data source à l'extérieur de Thinkable, et ça c'est merci les outils no-code, puisque c'est cette interconnexion, interdépendance de plusieurs outils qui fait leur force. Alors j'ai la possibilité d'aller interroger une base de données créée dans Webflow, qui est aussi un outil no-code de création de sites internet, dans un Google Sheet, qu'on utilise très souvent, via Airtable, qui est un outil no-code spécialisé dans la database, donc qui est vraiment très puissant, ou alors je peux créer ma propre table dans l'outil Thinkable. Donc là, je vais le créer dans mon outil, je vais appeler ça utilisateur, tout simplement.
et je vais créer voilà, ma base de données utilisateur que je pourrais, en cliquant sur le petit symbole ici, venir modifier. Voilà. Alors, elle a deux colonnes. La première colonne, ça va être identifiant. Donc, identifiant. Et la deuxième colonne, ça va être mot de passe, hein, ça va être des couples euh, mot de passe, des couples identifiants mot de passe qui vont me permettre de réaliser dans cette table-ci eh bien, la liste des utilisateurs autorisés. Alors par exemple, je vais avoir Pierre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je pourrais très bien avoir des adresses email aussi, hein, mais là je vais utiliser des identifiants Jean, 4, 4, 9, et puis par exemple Sarah, qui aura le mot de passe. Alors il faudrait les crypter, hein, celui-ci par exemple. 7, alors attendez, on va faire ça différemment, on va faire 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Donc ça, c'est des couples identifiants mot de passe que j'ai dans cette table. Alors il est évident que je peux avoir énormément de lignes dans cette table. On peut soit relier cette table à l'ensemble des applications de mon compte, soit uniquement à l'application que je suis en train de créer pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est relié à App Data Source, donc uniquement à cette application-là. Je peux créer plusieurs tables, la table des utilisateurs, la table des catégories, des articles, etc. Donc une fois que c'est fait, l'idée c'est de pouvoir remonter un message d'erreur dans l'interface si jamais le couple identifiant mot de passe est faux. D'accord? Donc comment on réalise ceci? Alors le plus simple c'est d'aller chercher un label, pareil. Ce label, on va lui marquer erreur d'identification, On va le mettre en rouge, comme ceci. Et puis, je vais le faire alors un tout petit peu plus petit, parce que c'est un petit peu gros. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que par défaut, il ne va pas être visible. Donc dans les styles de ce widget, on a la visibilité qui est soit activée, soit désactivée. Donc je vais le désactiver. Par défaut, ce n'est pas visible, puisque par défaut, il n'y a pas d'erreur, hein. Donc, une fois que j'ai fait ça, on partira sur le load screen à côté. Donc le loading screen, on va avoir une loading icon, hein, une icône qui va nous montrer le préchargement des données. Et ensuite, on va tomber sur l'écran des services, où là, je vais juste mettre un label. Alors ça, je ne ferai pas cet écran-là, mais globalement, on va dire voici, voici la liste de mes services. On va faire ça. Et là, donc, on aurait la navigation, etc., etc. Alors, la première partie, elle est relativement simple. On a assez peu d'éléments là-dessus, mais globalement, on en a suffisamment pour créer une application. Alors, sur l'écran de Home, on fait démarrer, et donc là, on va maintenant s'intéresser aux interactions, aux fonctionnalités. Donc, on a déjà des interactions d'interface, c'est-à-dire comment relier ce bouton démarrer à l'écran suivant, c'est-à-dire à l'écran d'identification. Alors pour ce faire, on voit qu'on a sur l'interface deux accès différents. On a l'accès design qui va représenter la partie interface de notre application et l'accès bloc qui va représenter la programmation fonctionnelle par briques visuelles de notre application. Alors c'est là-dedans qu'on va retrouver tous ces blocs, hein, des blocs qui sont structurés en différentes catégories. On a une catégorie, les composants de l'UI, c'est-à-dire les composants qu'on a mis sur nos écrans, eh bien, ils ont maintenant une entrée chacun. On voit que sur le menu Home, par exemple, on a le bouton, l'image et le label, ce qui correspond le bouton, l'image et le label. Alors théoriquement, il faudrait que je renomme ici les labels pour avoir quelque chose de plus logique, on va dire, titre home par exemple, et dans mes blocs, eh bien, je vais avoir maintenant titre home, ce qui me permettra de reconnaître très facilement mes éléments. Donc là, je vais juste renommer button 1, je vais l'appeler bouton connexion. Voilà. Et ensuite, voilà, ça c'est les principaux boutons connexion. Alors, ça marche sous la forme, pour ceux qui connaissent le concours informatique Castor, sur la forme de blocs visuels en fait, hein. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je vais cliquer sur un élément de design, à savoir, et d'abord il faut savoir ce que je veux faire, donc quand je clique sur démarrer, je veux passer à l'écran suivant, login screen, donc je vais simplement sur le bouton connexion cliquer, et là je vais avoir la liste de toutes les briques de programmation qui sont reliées à ce bouton.
Alors, il y en a plus ou moins, il y a quand même beaucoup de possibilités, hein. Ça, c'est uniquement pour le bouton, c'est les événements qui sont reliés au bouton. Alors, je peux très bien avoir des événements, c'est ce qui est en orange, hein. Par exemple, quand le bouton connexion est cliqué, alors, ben, fait un certain nombre d'opérations. Quand on clique d'une manière longue sur le bouton, enfin, il y a pas mal de choses qui sont différentes. Donc, on va prendre le premier, hein, c'est quand on clique sur le bouton, ici. Donc, je prends ce bloc et je le mets dans la surface de programmation de droite. Quand on clique sur le bouton connexion, mais on voit qu'ici on peut sélectionner notre image, hein. Quand on clique sur l'image, ça pourrait très bien marcher aussi, ou sur le texte titre home, donc bouton connexion. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien à ce moment-là, on va aller sur la partie principale, hein, le corps en fait des fonctionnalités. Dans les contrôles, on va simplement prendre la brique naviguer vers, on va venir clipser dans le bloc One Button Connection Click, d'où Navigate, et là on va sélectionner un écran de l'application qui est, Login Screen. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc une fois que je fais ça, si je reviens en test sur mon application, on a bien le premier écran, et quand je vais cliquer sur le bouton, voilà, on arrive directement à l'écran de navigation. Alors imaginons qu'on souhaite ici revenir sur en arrière par exemple, eh bien il suffirait sur le login screen ici de mettre par exemple un petit retour arrière par exemple, hein. Ici on prendrait un bouton, euh, on appellerait ça par exemple retour. Là on le mettrait ici en bas par exemple, ici. Et pour le programmer, alors on appellerait ce retour rename bouton retour par exemple, hein. Voilà, toujours avoir des noms qui soient bien explicites. Et dans mes blocs de programmation, eh bien, je pourrais faire à ce moment-là, alors sur le login screen, dans le bouton retour, quand le bouton retour est cliqué, alors là, on accède donc au bloc de programmation du bouton retour lorsqu'il est cliqué. Que faire? Eh bien, contrôle, navigate to. Alors vous voyez là, il y a une petite pièce de puzzle qui est là-dessus, qu'on pourrait intervertir d'ailleurs par une autre, on va voir qu'on peut les combiner. Donc navigate to, et là home, donc là c'est bien. Donc là si je reteste maintenant, si je fais retour, je reviens en arrière, donc démarrer, retour, donc là j'ai câblé la première partie de mon application. Alors pour la deuxième partie de l'application, on va continuer les fonctionnalités, on va faire un peu plus compliqué, c'est-à-dire que l'idée ça serait qu'une fois que je suis donc sur login, on est arrivé sur login, on va rentrer un identifiant et un mot de passe, et moi ce que je veux c'est les confronter aux identifiants et aux mots de passe qui sont enregistrés dans ma base utilisateur pour voir si c'est les bons identifiants. Si c'est les bons identifiants, eh bien on continue dans l'application, et sinon eh bien on génère le texte d'erreur et on ne bouge pas. Alors pour faire ça, j'ai dans mes blocs de programmation, donc sur l'écran login screen, donc je viens dans mes blocs, et là j'ai en bas de ces blocs de programmation un bloc qui s'appelle data source. Donc ce bloc-là, en fait, c'est un bloc qui est connecté aux sources, donc aux bases de données, en fait, qui me permet de récupérer des informations dans ces bases de données-là. Je peux récupérer une certaine rangée dans la liste, enfin là on peut faire pas mal de choses. Et j'ai également à ma disposition le bloc des listes en fait, qui me permet de tester si jamais par exemple si je veux faire des tests sur ma base de données, eh bien, je vais connecter la liste sur la base de données et je vais récupérer tous les éléments. Bah, ça sera une entrée dans cette liste qui sera composée, eh bien, en l'occurrence, pour moi, de 3 éléments, c'est-à-dire 3 rangées avec pour chacun des éléments l'identifiant et le mot de passe. Alors on va déclencher cette utilisation. Euh, Ici, hop, donc là je vais désactiver ça. Donc on se retrouve sur l'écran de login et maintenant ce qu'on veut c'est quand on va cliquer sur le bouton, donc le bouton qui est là, le bouton celui-ci là, le bouton envoyer. Alors j'ai appelé ce bouton, on va changer son nom, rename, on va l'appeler envoyer. Donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton envoyer, qui va se retrouver donc maintenant ici, on va déclencher la vérification. Vous voyez, on a plusieurs boutons, hein, c'est interdépendant, on peut mettre plusieurs blocs de commandes, elles s'exécuteront toutes, il n'y a aucun souci, hein. Donc, quand envoyer
on va cliquer sur le bouton envoyer, alors on va effectuer une certaine opération. Alors il nous faut gérer ce test, hein. Quand le bouton est cliqué, on va devoir créer une boucle conditionnelle en fait, hein. C'est-à-dire on va faire un if, do et else. C'est-à-dire qu'on va venir imbriquer cette brique là-dedans, et donc quand le bouton clic va être envoyé, il va effectuer une première condition, il va tester une condition. Si la condition est réalisée, à ce moment-là, il va rentrer dans le bloc do ici, où on connectera quelque chose, et sinon, eh bien, sinon, ça veut dire qu'il y a un souci avec l'identification, et là, on lancera le message, c'est-à-dire qu'on affichera le message en rouge. Rappelez-vous, ce message, on l'a rendu invisible par défaut, donc ce qu'on fera ici, c'est que le message d'erreur, on le rendra visible. Alors, on peut tout de suite aller dans Design, retrouver ce message d'erreur ici, qui est celui-ci. Alors on va l'appeler, hein, on vérifie bien que c'est celui-là, oui c'est celui-là, erreur d'identification. On va l'appeler erreur pour bien le reconnaître, hein. Erreur, voilà, comme ceci. Et donc ici on sait déjà que dans le else, hein, si l'identification échoue, alors on va prendre erreur ici, et on va faire, on va aller mettre la visibilité de erreur à vrai. Donc la visibilité, on va la retrouver dans toutes les propriétés. On prend une propriété, on va la mettre ici, hein, erreur. Alors c'est pas le texte de l'erreur à label, on pourrait aussi mettre un texte dedans. Mais on va tout simplement venir rendre la propriété visible à true, hein, ce qui fait que l'élément va être visible. Je pense qu'on peut déjà d'ailleurs tester le programme. Si jamais je rentre n'importe quoi ici et que je fais envoyer, hop, tout de suite on a erreur d'identification qui apparaît. Donc ça marche bien. On le reteste une fois. Hop, hop, hop. Envoyer, erreur d'identification. Là ça fonctionne. Ensuite, l'idée c'est quel test on va effectuer pour réaliser cette opération. Donc on va retrouver dans le bloc des listes ici. Dans le bloc des listes, on va retrouver une certaine... Alors, nous, on a besoin d'une chose, en fait. On a besoin de cet élément-là, hein, c'est-à-dire qu'on va se demander si... voilà, on va prendre doesList, on va le mettre tout de suite dans les tests, en fait. On va faire un test. On va dire si, globalement, la liste... Alors, ça va pas être ça, hein, ça va pas être deux listes différentes. Donc là, on peut rajouter autant d'éléments qu'on veut. On peut aussi en enlever. Hein, vous voyez, ça permet de créer des éléments supplémentaires. On en a juste besoin d'un seul, de façon à pouvoir tester cette liste-là par rapport au fait que ça contienne quelque chose. Alors, ça contienne quoi? On le sait déjà, en fait, hein. Ça doit contenir le contenu du texte identifiant, c'est-à-dire que cette text input one, qu'on va renommer en identifiant, voilà. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour le mot de passe aussi. Rename mot de passe, voilà. On va aller dans les blocs et on va faire si nanana contient, et là on va avoir besoin de identifiant texte, donc c'est celui-ci, hein, c'est-à-dire le contenu textuel du widget identifiant, et on va venir le prendre et on va le mettre ici dans le petit puzzle. Donc si on va dire si la liste contient identifiant, alors il va se passer quelque chose. Et celui-là on l'enlève, on n'en a pas besoin. Alors cette valeur qu'on va récupérer, en fait, c'est pas cette liste A, mais c'est simplement dans les data sources en bas. On a ici, on nous permet de récupérer en fait ici, grâce à cette brique-là, list of. Alors la liste des valeurs dans utilisateur, donc ça c'est le nom de dans la base de données. Dans la table numéro 1, on n'a qu'une seule table, et là on a identifié en mot de passe. On a même l'ID qui est l'ID interne de la ligne dans la base de données. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on va remplacer liste A par ça, et on va faire est-ce que la liste, alors ça retourne une liste en fait, ça retourne tous les utilisateurs finalement. Est-ce que quelque part dans cette liste-là, il y a, est-ce que ça contient le texte de l'identifiant? Donc ça nous permet de vérifier que l'identifiant qu'on a rentré dans le widget identifiant a bien été trouvé dans la liste des valeurs qui provient de la base de données, utilisateur, pardon, la table 1, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et dans la colonne identifiant. Notez qu'on a aussi la colonne mot de passe qu'on va utiliser juste après. Ensuite on va faire do,
Et là, on va refaire la même chose parce que si on a bien trouvé l'identifiant, il faut aussi qu'on s'assure que le mot de passe est bon. Donc on va faire, le premier vient d'être fait sur l'identifiant et on va reprendre celui-ci, on va le copier et le coller. Alors c'est facile pour copier-coller, hein, il suffit de sélectionner une brique, copier. Ensuite vous allez à l'endroit où vous voulez le coller, n'importe où, et là il va coller au niveau du pointeur. Coller. Voilà. Donc on va refaire un deuxième test. Hein, on va refaire un if dedans, donc on va reprendre une structure de contrôle. On va la mettre, celle-ci, ici. Voilà. On va l'imbriquer là-dedans. Et on va refaire le deuxième test, c'est-à-dire, si le premier est bon, eh bien on va vérifier dans le deuxième test que la liste d'utilisateurs table, mais non pas identifiant, mais maintenant mot de passe, est égale au contenu de texte du widget mot de passe. Voilà. Alors là, c'est parfait, c'est-à-dire que si on réussit ces deux tests, on va se retrouver là-dedans, juste au-dessous. Donc globalement, au-dessous, on va avoir une structure de contrôle qui va être vers Navigate to, et là on va aller vers Loading Screen, c'est-à-dire l'écran de préchargement. En même temps, on va s'assurer dans l'écran de préchargement, ici, Loading Screen, qu'il ne va pas rester, parce que si là, on va arriver là-dedans et ça va tourner indéfiniment, donc dans l'écran de Loading Screen, on va faire Loading Screen quand l'écran s'ouvre, ici. On va mettre, alors on va aller chercher un timer. Alors les timers sont, les timers se trouvent, alors attendez, il faut que je les retrouve. Texte, non c'est pas ça, les objets, les variables. Attendez, je vais regarder où se trouvent les timers. Voilà, donc les timers se trouvent en fait ici. Wait, donc on va faire attendre 2 secondes. Hein, ça va nous permettre d'attendre 2 secondes sur l'écran pour voir l'animation de l'icône. Et ensuite, dans la partie contrôle, on va faire navigate to, et là, on va envoyer l'utilisateur vers service. Là, c'est parfait, comme ça, on aura au chargement, lorsque l'écran va s'ouvrir, il va attendre 2 secondes, et ensuite, il va naviguer vers l'écran de service. Donc là, on est bon sur ça. Sur le login, on continue. Donc là, on a fait le premier test sur l'identifiant. Il est bon, donc on fait le deuxième test sur le mot de passe. Il est bon, on va sur naviguer. Il n'est pas bon, eh bien, on a une erreur ici. Hein. On aurait pu faire une erreur différente, on va faire la même. L'erreur, il est à true. Le visible, il est à true. Et là, on ne bouge pas. On fait rien d'autre. Alors, ce qu'il faudra juste rajouter... non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça et on va tester si ça fonctionne. Alors, pour voir si ça fonctionne, on va aller dans la base de données, data, des utilisateurs. J'ai Pierre 1, 2, 3, 4, 5, 6, son mot de passe. Donc, on va tester. Hein. Je vais revenir ici. Identifiant Pierre. Ensuite, on va aller sur mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide le test. On passe sur l'écran de préchargement et on arrive sur la liste des services. Donc là, ça marche bien. On va retester en se trompant. Donc identifiant, je vais mettre Jacques, qui n'existe pas. Je vais mettre un mot de passe qui n'existe pas. Je fais envoyer, et bien là ça ne passe pas. Hein. Même si je fais Pierre, le premier va être bon, mais le mot de passe est erroné, ça ne passe pas non plus. Et par contre, si je mets Pierre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, envoyer, on en arrive bien à l'écran et ensuite on continue. Voilà, donc là je vous ai montré à peu près le fonctionnement de Thinkable qui permet de créer une application. Alors ensuite, évidemment, une fois que c'est fait, on va pouvoir le partager, avoir un lien de partage pour l'application qui va être valable 60 jours, que vous pouvez donner à n'importe qui pourra visualiser l'application. Et puis si vous avez l'abonnement qui va bien, eh bien vous pourrez publier directement soit votre web app, soit votre application iOS ou Android directement sur les marchés d'applications respectifs. Donc c'est un système qui marche très bien. C'est en tout cas à connaître pour avancer et devenir un peu plus technique au fur et à mesure que le temps passe. Si vous avez des questions dans les commentaires, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.